Naufrage d'un bateau de migrants en mer Méditerranée. Ce titre de l'actualité récurrent depuis de nombreuses années est devenu particulièrement fréquent ces dernières semaines. Les crises politiques en Afrique ou au Moyen-Orient accentuent le nombre de migrations vers l'Europe et le vieux continent semble bien dépourvu face aux centaines, aux milliers de cadavres qui ont été retrouvés au large des côtes libyennes. Alors qui migre et pourquoi? C'est le thème de cette première émission de Cartes sur table qui suivra le parcours d'un migrant. Nous évoquerons d'abord les raisons du départ avec Léonard Vincent, spécialiste de l'Érythrée, la remontée dangereuse vers le nord de l'Afrique avec Cécile Allegra, enfin François Gémen et Gérard François Dumont, deux fins connaisseurs des flux migratoires, débattront sur notre plateau. On commence avec les raisons du départ, Cartes sur table, épisode 1, c'est parti. En 2014, plus de 170 000 migrants ont traversé la Méditerranée depuis l'Afrique du Nord, rejoignant les côtes maltaises et italiennes. C'est la route la plus importante empruntée par les migrants vers l'espace Schengen. Ce chiffre sous-estime la réalité, car il ne compte que les migrants qui ont débarqué vivants et qui ont été détectés par Frontex, l'agence en charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne. Alors, qui fuit et pourquoi ? Ce sont principalement des migrants venus de la Corne de l'Afrique qui quittent un pays en guerre, comme la Somalie, soumise au terrorisme des Chebabs, ou alors une dictature, comme l'Érythrée, véritable prison à ciel ouvert. Ou bien encore des pays d'Afrique de l'Ouest, où les migrants sont poussés à partir par la pauvreté et des flambées de violence, comme le Nigeria, avec la présence de Boko Haram, ou le Mali, dont le nord du pays est devenu un sanctuaire djihadiste. Les pays d'Afrique du Nord, comme la Tunisie, l'Égypte et la Libye, fournissent aussi des candidats au départ suite à l'instabilité des révolutions arabes. La guerre en Syrie, qui dure depuis plus de 4 ans, fournit aujourd'hui le premier contingent de migrants qui empruntent cette route. La Libye est plus que jamais la plaque tournante des routes migratoires africaines, aussi bien à l'est qu'à l'ouest. Jusqu'en 2011, le pays, prospère économiquement, attirait de nombreux migrants en provenance d'Afrique subsaharienne. Certains se fixaient dans les villes libyennes, tandis que d'autres tentaient la traversée vers l'Europe. Le régime de Kadhafi contrôlait alors les frontières de manière plus ou moins étroite au gré des relations diplomatiques avec les pays européens. Après la chute du dictateur et la guerre civile qui a éclaté, de nombreux migrants cherchent à fuir également ce pays. Dans le chaos, l'absence de contrôle des frontières a ouvert de nouvelles opportunités aux passeurs, ce qui a fourni un appel d'air à l'immigration depuis les côtes libyennes. Voilà pour les raisons du départ. On va maintenant s'attarder sur un pays dont la situation politique est finalement moins connue que la Syrie par exemple. Et pourtant, l'Érythrée est un des principaux réservoirs de migrants, de réfugiés même dans la Corne de l'Afrique. De 3 à 4 000 Érythréens fuient chaque mois. Bonjour Léonard Vincent. Bonjour. Vous êtes journaliste, auteur du livre Les Érythréens aux éditions Rivage. Alors on ne parle pas beaucoup tant que ça de l'Érythrée, pourtant on l'entendait dans le sujet. Il est souvent qualifié de prison à ciel ouvert, d'une des pires dictatures du monde. Pourquoi ? C'est une cage, comme l'a qualifié un journaliste qui a beaucoup travaillé sur le sujet, Michael Erang, la semaine dernière. C'est une cage dorée, une espèce de village Potemkin qui donne toutes les apparences d'un pays pauvre mais calme et docile. Et pourtant, c'est l'un des régimes les plus impitoyables avec sa population. Il n'y a pas de code pénal en vigueur, il n'y a pas de constitution. Le pays est régi par des militaires qui agissent totalement à leur guise, sous l'autorité d'un chef de l'État irascible, têtu, qui a toujours été un chef de guerre et qui n'est jamais devenu un chef d'État. C'est une société totalement militarisée. Les jeunes sont enrôlés dans l'armée pour passer leur bac à la dernière année du lycée, et l'armée définit leur vie, les place sur des chantiers, décide de leurs études. Les filles sont souvent violées au service militaire obligatoire, les garçons sont brutalisés, pouvaient être jetés au cachot pendant 1 mois, 6 mois. Et alors,
quand on dit un cachot, c'est pas de visite des familles et tout ça, c'est des containers de cargo posés dans les casernes, on est enfermé là-dedans. Je veux dire, c'est un système totalement arbitraire. Tout cela pour préparer une guerre virtuelle, entre guillemets, avec l'Éthiopie, c'est ça? Voilà, les Érythréens, le gouvernement prétend que la situation de ni guerre ni paix qui prévaut avec l'Éthiopie, contre laquelle une guerre terrible a eu lieu entre 1998 et 2000, donne un excellent prétexte pour mobiliser la population parce qu'ils sont constamment sous la menace. C'est une espèce de citadelle assiégée avec un régime qui considère qu'il est toujours dans une espèce d'état d'urgence permanent. Alors, il y a la situation politique, vous venez d'en parler, il y a également la situation économique. Le pays est 177e sur 187 en termes de conditions de vie, une espérance de vie de 63 ans. Vraiment, le pays connaît une situation économique extrêmement difficile. Oui, et comme je le disais, c'est un village Potemkin parce qu'ils le prétendent, le gouvernement prétend qu'ils sont en phase de développement parce qu'un certain nombre d'objectifs du millénaire ont été atteints. Les objectifs du millénaire, c'est par exemple une bonne mortalité, un bon taux de mortalité infantile, la santé maternelle est en bon état, il y a des hôpitaux. Mais derrière tout ça, il y a une société complètement aux ordres des militaires. Donc les hôpitaux sont certes très beaux, mais ils sont construits par des jeunes conscrits qui ne sont pas payés et qui sont brutalisés et qui vivent dans des conditions extrêmement dures. Et par ailleurs, par-dessus cette espèce de vernis, cette espèce de société d'apparence, il y a l'incompétence terrible de généraux qui n'ont pas fait d'études et qui ont combattu toute leur vie et qui se partagent le gâteau d'une société entièrement collectivisée. Le secteur privé a été totalement détruit. Aujourd'hui, les fonctionnaires sont obligés de gérer des chefs qui ne savent pas ce qu'ils font et la situation économique ne tient pas seulement à la pauvreté endémique d'un pays d'Afrique, mais surtout et particulièrement pâtit de l'incompétence des dirigeants. De ces dirigeants. Alors comment échapper à la répression du régime pour les habitants? Fuir tout simplement? C'est la solution la plus largement adoptée par la population et notamment par la jeunesse qui refuse de se faire confisquer son destin par le service militaire et par l'armée. Par ailleurs, l'oppression politique fait qu'un certain nombre qui ont réussi à s'intégrer dans la société, qui ont 30, 40 ans, qui sont déjà passés par les geôles, décident que ça suffit. Des anciens combattants également, déçus par la trahison de leur chef, décident de fuir également. Des intellectuels, des journalistes, des fonctionnaires décident de fuir aussi pour ne plus être complices de ce système. Donc voilà, on a plusieurs générations qui ont des très bonnes raisons. Et puis par ailleurs, la société érythréenne qui a combattu 30 ans pour obtenir son indépendance a tellement souffert de cette guerre civile contre l'Éthiopie qui a duré de 61 à 91 qu'ils considèrent que la violence n'est pas une solution et que le sang érythréen a suffisamment coulé. Donc ils cherchent maintenant leur salut ailleurs et ils font la révolution avec leurs pieds. Merci beaucoup Léonard Vincent de nous avoir accordé cet entretien.